Voici un portrait qu'une abonnée m'a très gentiment envoyé. C'est celui d'Elodie. Si j'ai choisi spécifiquement celui-là, ce n'est pas pour montrer du doigt spécialement les défauts du travail d'Elodie, mais parce qu'il caractérise 3 erreurs fréquentes que nous sommes très nombreux à faire et qui reviennent très souvent lorsque l'on dessine un visage. Les proportions, les espaces et les contours, la vision de la perspective et du volume, et le contraste. Nous verrons plus tard d'autres exemples de ces différents cas et nous verrons spécifiquement à quoi ils correspondent. Nous allons essayer de voir en quoi ces 3 erreurs ne sont en réalité qu'une seule et même erreur. Et surtout, comment éviter de les reproduire systématiquement. Je vous donnerai également 2 très bons exercices pour améliorer la qualité de vos portraits sur le plan graphique ou artistique. Analysons d'abord ces erreurs plus en détail. Les proportions. Dans le portrait de Matteo, la première erreur qui peut nous sauter aux yeux, c'est que le visage paraît plus fin que celui du modèle. Ensuite, on peut repérer la proportion du nez beaucoup moins importante que sur la photo. Cette simple erreur influe sur l'écart entre les yeux, la position de la bouche et fausse totalement la structure. Pourtant, je veux bien croire que Matteo s'est appliqué et a pris des mesures rigoureuses pour faire son dessin. Mais nous reviendrons ensuite sur l'élément majeur qui a pu déclencher ces mauvais jugements. Deuxième erreur, la vision du volume et de la perspective. Dans le dessin de Francis, c'est clairement ça qui pêche. On sent un vrai problème à percevoir et rendre le volume. Le visage et la chevelure du modèle sont totalement plats et c'est vraiment ce qui nous saute aux yeux en premier lieu. Troisième erreur. Le dessin de Marie-Louise est dans l'ensemble mieux proportionné, mais on sent clairement une gêne à identifier correctement les zones d'ombre et par opposition la lumière. Du coup, son portrait manque de contraste et perd énormément de dynamisme. Tout d'abord, si ces 3 erreurs reviennent dans autant de dessins, ce n'est pas un pur hasard. Il existe un lien puissant entre elles et on pourrait dire qu'elles représentent en réalité un seul et même problème. Notre fâcheuse tendance à faire des crêpes. Ce qui nous trouble tous en premier lieu est notre manque de vision intuitive de la perspective et la manière dont on perçoit une forme dans l'espace. Et ce pour cette raison. Nous avons un mal fou à tricher. En effet, percevoir la perspective et la transposer sur une feuille et la dessiner est pour notre cerveau ce que l'on appelle une vue de l'esprit. Depuis notre plus tendre enfance, nous savons qu'un carré est composé de droites perpendiculaires et d'angles droits. C'est ancré en nous. Et c'est bien sûr quand nous devons transposer ce même carré en perspective que tout fout le camp. Si l'on revient sur le portrait de Matteo, c'est exactement cette erreur qui a entraîné le reste. On voit ici clairement en comparant au modèle que l'axe situé au milieu du visage est totalement droit. Son esprit logique et ses connaissances sont venus court-circuiter sa vision du réel. Ce conflit mental n'est pas rare, il est même courant, et il intervient lorsque nos connaissances élémentaires sont remises en question. S'il s'agit d'un cube et qu'aucun angle n'est droit, alors plus rien n'est vrai. Nos références sont alors totalement bouleversées. Et c'est à partir de ce genre de choses que le dessin est considéré par beaucoup de gens comme un talent un peu magique. Et le fameux trompe-l'œil illustre très bien ce principe. Car tromper notre œil, c'est tromper notre jugement. Voyons maintenant comment cette erreur peut influer sur l'ensemble d'un dessin et créer une réaction en chaîne. Un dessin plat vient forcément d'un manque de compréhension du volume. Et si vous ne parvenez pas à projeter ce volume, eh bien forcément les proportions dans l'espace seront bancales. Ces 2 erreurs cumulées fait qu'il sera ensuite impossible d'ajouter les ombres et les lumières correctement. Lorsqu'il s'agit du portrait et même de corps humain, la plupart des livres se basent sur des méthodes classiques et académiques. D'autres méthodes comme celle d'Andrew Loomis ou Frank Riley, pour ne citer que, se basent sur une approche totalement logique pour construire un visage. Chez beaucoup de pratiquants, elles ont fait leurs preuves et il m'arrive également de préconiser ce genre de méthode, car je sais qu'elles sont très utiles et fournissent des guides précieux pour construire un portrait. Mais hélas, je sais aussi par expérience que cette logique est loin de convenir à tout le monde. En effet, de nombreux pratiquants tentent d'appliquer ces méthodes et se perdent complètement dans ces principes de construction. Surtout dès que la pose devient complexe ou inhabituelle. Toute leur attention est focalisée sur le fait de reporter correctement ces repères. Et ils passent plus de temps à vérifier la justesse de leur tracé qu'à regarder clairement et à observer ce qu'ils ont devant eux. On le voit ici, tracer des repères pour prendre en compte l'aspect curviligne du visage et le placement des différents éléments n'a pas empêché Florence de se tromper dans les distances, les proportions et la dissymétrie de la partie gauche et droite du visage due à la perspective. Dans son dessin, les 2 hémisphères sont quasiment égaux, ce qui annule totalement l'effet de perspective. C'est aussi le cas pour le dessin de Nathalie. On sent un conflit inconscient en essayant de simplifier les choses en dessinant un visage de face plutôt que de profil. Et ce, malgré ses connaissances et les repères qu'elle a tracés au préalable pour construire en volume.
Il y a plusieurs erreurs ici qui nous le prouvent, mais la plus flagrante est la zone de l'œil en arrière-plan. Nathalie l'a quasiment dessiné comme s'il nous observait en face à face. Le sourcil suit également cette logique et est beaucoup plus important qu'il ne l'est en réalité. C'est la même chose de manière un peu moins accentuée pour le nez et la bouche. Tout change en fonction du modèle. Si la morphologie du modèle ou sa position dans l'espace est différente, on fait face à une problématique différente à chaque fois. Et c'est dans ces moments que nos capacités d'intuition et d'adaptation sont très importantes. Et si vous vous en remettez uniquement à une logique préétablie, vous réduisez ce que vous voyez au moment présent à ce que vous connaissez déjà. À ce moment précis, l'image que vous captez en temps réel vient se superposer à vos connaissances. Et s'il suffisait de suivre des repères et de s'en tenir à ça, tout le monde saurait dessiner beaucoup plus rapidement. Vous l'aurez compris, à ces connaissances techniques et anatomiques, nous avons évidemment besoin d'ajouter d'autres compétences. Et comme un chef d'orchestre, une seule va être prédominante et va superviser l'ensemble de l'élaboration de votre dessin. La perception. C'est la seule et unique vraie compétence qui vous permettra d'avoir une vision juste à la fois des espaces, des contours et des formes et du volume évidemment que nous venons d'aborder. Mais surtout, votre perception va servir d'intermédiaire et vous allez être capable de créer une relation entre toutes ces compétences. C'est ce qui vous permettra de mener à bien votre projet de l'esquisse au dernier détail. Maintenant, voyons ça d'un peu plus près. Les espaces. C'est ce qui existe partout dans un dessin, à l'intérieur du sujet comme à l'extérieur. Ce sont en réalité les espaces vides ou pleins. Beaucoup font cette erreur, ils s'arrêtent en général à l'observation du modèle lui-même. Mais pour bien construire et capter une pose, ce qui se passe autour, c'est-à-dire l'environnement, est tout aussi important. Les contours. C'est tout simplement les traits qui délimitent ces espaces. Ils peuvent également être plus ou moins visibles et se situent à l'intérieur ou à l'extérieur du sujet. Nous allons voir ça en détail dans un instant dans l'exercice qui va suivre. Reste le volume. L'approche qui manque à un dessinateur lambda ou débutant, c'est qu'il perçoit mal ce point en général ou alors uniquement de manière théorique. Dans son excellent livre The Natural Way to Draw, Kimon Nicolaides nous détaille un point de vue très intéressant. Un bon dessinateur ne fait pas que voir clairement une forme. Il la ressent. En prenant par exemple une boule de billard dans votre main, vous visualisez instantanément sa forme et vous n'avez aucun doute sur le fait qu'elle soit sphérique. Maintenant, si je vous mets un objet plus complexe entre les mains en vous bandant les yeux, vous serez également capable de le décrire précisément. Mais le processus est exactement le même et le résultat sera le même si je vous mets un objet complexe entre les mains que vous n'avez jamais vu de votre vie. On peut donc déduire tout simplement de cette expérience que nos capacités de perception ne se limitent pas à la vue. En dessin, le ressenti est très important. C'est en ça qu'un sculpteur aura une bien meilleure appréhension des formes et du volume dans l'espace. Il sera beaucoup plus simple pour un dessinateur aguerri de passer à la sculpture. Et c'est justement ce ressenti que notre esprit logique essaie en permanence de contrer. Pour vous exercer dans ce domaine, voici 2 exercices très accessibles et particulièrement efficaces. Voici le premier. Prenez une série de photos ou de modèles de n'importe quel visage et amusez-vous très rapidement à les travailler en épaisseur sans passer par les contours. Pour ça, il faut tenir votre crayon en aplat. Pensez uniquement en termes de masse, la forme et le volume global du crâne, de la mâchoire et des différents éléments importants du visage. Commencez par les profils, puis passez aux poses plus complexes comme les personnages de 3/4. Mais tout ça doit être très rythmé et enchaîné de manière rapide. Ici, le geste et le ressenti est très important. Ne cherchez pas à remplir correctement ces formes, pensez juste au volume et à la structure globale et oubliez juste totalement le contour. L'idéal, comme souvent en dessin, est de commencer par un objet sphérique que vous avez chez vous. Une petite sculpture, une théière par exemple, fait très bien l'affaire. Quelque chose que vous allez pouvoir tourner et travailler sous tous les angles. Vous pouvez utiliser cette technique pour tout. Travailler aussi spécifiquement des éléments différents du visage comme le nez par exemple. Comme si vous deviez toucher les formes pour mieux les assembler, les modeler à la manière d'un sculpteur. Second exercice. Il est à la fois inverse et donc totalement complémentaire. Prenez une série de photos et là, essayez de distinguer uniquement le contour extérieur en faisant abstraction du reste. Dans la réalité, il faut savoir que le contour est une ligne imaginaire bien sûr, mais c'est ce qui permet au dessinateur de donner vie à un sujet. Elle représente la transition entre l'intérieur et l'extérieur des formes. Sans contour, pas de dessin. Entraînez-vous, mais cette fois en vous forçant à penser uniquement en termes de contour. Oubliez l'intérieur des formes, leur poids. Ce qui compte est uniquement le tracé qui les délimite.
De la même manière, utilisez d'abord des profils et passez à d'autres poses. Poussez ensuite l'exercice en délimitant les espaces de transition entre chaque élément du visage. Un peu comme si vous délimitiez sur une carte les contours des continents ou bien, à l'inverse, ceux des océans. La sensation et le geste en dessin mis en lumière par Nicolaides ou bien Betty Edwards pour ne citer que, est très peu évoqué dans les manuels d'apprentissage. Mais des arts ancestraux comme la peinture chinoise par exemple sont en grande partie basés sur le lien qui existe entre l'esprit et le geste. Si vous décidez d'évoluer dans une discipline artistique comme le dessin ou la peinture, le ressenti est déterminant. Le but de cette vidéo n'est pas de comparer ni d'opposer des méthodes différentes, car un apprentissage complet ne peut se baser sur l'une ou sur l'autre. Mais n'en rejetez aucune par a priori, car c'est l'association et le développement de toutes ces compétences qui feront de vous un bon portraitiste. Alors ne vous limitez pas, essayez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout merci à tous ceux qui y ont contribué en m'envoyant leurs portraits. Pour eux, un pouce bleu serait le bienvenu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aller plus loin, je vous envoie chaque semaine des mails contenant des conseils, des exercices pour apprendre mieux, vous guider et vous motiver dans votre apprentissage. Si ça vous intéresse, vous cliquez juste en dessous sur le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bon dessin, salut!